La fillette de 12 ans ne cessait de montrer son nez du doigt, répétant inlassablement qu'il y avait quelque chose qui vivait là-dedans. Personne ne la croyait, jusqu'à ce qu'un médecin, poussé par un pressentiment ou peut-être une simple curiosité professionnelle, décide d'examiner plus profondément. Ce qu'il découvrit alors était si bouleversant que cela suffit à ouvrir une brèche béante dans un secret enfoui depuis longtemps. Clac. Le bruit d'un chariot heurtant une grille en fer résonna sèchement dans le matin brumeux, déchirant le silence épais de l'hiver qui s'étendait comme un linceul sur Chicago. Ce n'était pas un bruit fort, mais il fit vibrer l'air, comme si l'on avait frappé sur une immense boîte métallique enfouie sous le givre. Dans ce décor figé de neige terne, de pierres gelées et de barres de fer rouillées, chaque mouvement paraissait désarticulé, comme étranger à la scène. Janvier dans cette ville portait toujours une odeur particulière, non celle de la neige fraîche ou des résidus de sapin de Noël, mais une senteur plus lourde, plus humide, métallique, comme si la rouille elle-même s'éveillait au froid. Quiconque avait déjà passé un moment seul dans une cour d'école désertée, le souffle en brume blanche, les doigts engourdis sous des gants trop fins, reconnaîtrait cette odeur. Elle ne faisait pas qu'imprégner la peau, elle s'infiltrait jusque dans les pensées. Alyssa, 12 ans, frêle, menue, avec des yeux qui semblaient toujours porter un secret non révélé, était assise sur un banc de pierre, près du portail arrière de l'école. À cet endroit, le soleil d'hiver ne faisait qu'effleurer les choses avant de disparaître de nouveau. Son bonnet en laine avait glissé vers l'arrière, dévoilant une chevelure brune trempée de sueur, plaquée contre son front. Une main agrippait sangle de son sac à dos, l'autre grattait son nez de manière rapide, nerveuse, comme un automatisme incontrôlable. Sa recommandation, demanda une voix douce à sa droite. Alyssa sursauta. C'était Elena, la seule camarade de classe qui lui adressait encore la parole. Une fille silencieuse, aux boucles lâches, qui ne parlait pas beaucoup, mais observait plus que les autres ne le pensaient. Alyssa tourna la tête. Ses yeux étaient rouges, pas seulement à cause du froid, mais aussi à cause d'une nuit sans sommeil. Elena Will tenait à un pas de là, tendant un paquet froissé de mouchoirs. Elle ne dit rien d'autre. Elle ne s'approcha pas davantage. Alyssa prit les mouchoirs sans remercier, se contentant de baisser la tête. Une goutte de sang lui effleura la lèvre avant qu'elle ne puisse l'essuyer. Elena recula d'un pas, instinctivement. Les deux filles se turent. Au loin, la cour de récréation bruissait de vie. Des enfants, en petits groupes, agitaient leurs mains gantées, d'autres se poursuivaient autour d'un érable nu. Leur rire résonnait comme venu d'un autre monde, lointain, irréel. Alyssa remonta son écharpe sur sa bouche et se tassa sur le banc, comme si elle voulait se fondre dans la pierre glacée. « Ils sont encore moqués de toi ?» demanda Elena, en serrant les sangles de son sac à dos. Elle ne regardait pas Alyssa, ses yeux fixaient une luge abandonnée sur l'herbe givrée. « Non, pas aujourd'hui. »« Peut-être qu'ils se sont lassés » murmura Alyssa en reniflant. Cette sensation familière d'un picotement remonta à nouveau dans son nez, comme une armée de fourmis sous la peau. Elle leva la main, mais Elena posa la sienne sur la sienne, l'arrêtant. « Non, tu saignes déjà. » La peau fine de sa narine gauche s'était fendue pendant la nuit. Alyssa acquiesça lentement, baissant la main. Ce n'était pas une hémorragie importante, juste quelques filets mêlés de mucus foncé. Mais l'odeur du sang, cette âcre note de fer, lui noua la gorge. « Tu en as parlé à ta mère ?» demanda Elena. Alyssa ne répondit pas. Cette simple question suffit à durcir son regard. Elle fit non de la tête. Elena poussa un soupir, mais n'insista pas. La cloche de l'école retentit, rappelant tous les enfants à l'intérieur. Alyssa ne bougea pas. Elena se détourna, ses chaussures crissant sur la glace sèche. Elle need to look at the scene again, will continue to look at the silhouette of the silhouette recroquevillée d'Alyssa. Restée seule, Alyssa ferma les yeux. La démangeaison s'étendit derrière ses paupières, profond dans les orbites. Quelque chose bougeait à l'intérieur, comme de fines racines cherchant leur chemin à travers les vaisseaux sanguins. Elle n'avait pas besoin de miroir. Elle le sentait. « Il y a quelque chose qui vit dans mon nez » murmura-t-elle. Elle ne s'adressait à personne. Mais le vent emporta ces mots, les faisant glisser à travers la cour vide, le long de la clôture barbelée rouillée, comme une plainte discrète sous la lumière pâle d'un nouvel an glacial. Le vent, pourtant, ne parvenait pas jusqu'à la dernière rangée de la classe de biologie au 3e étage. Les fenêtres avaient été clouées l'année précédente, après qu'un élève eût attrapé un gros rhume lors d'un incident mineur. Le froid passait encore par les interstices entre les briques, pas assez pour faire frissonner les élèves,
juste assez pour faire frémir les pages que des mains tachées d'encre tournaient lentement. Les seuls sons réguliers étaient le grattement de la craie contre le tableau et la voix de Miss Catherine, calme, égale, comme si elle lisait un article dans un vieux journal. Cela faisait 18 ans que Miss Catherine enseignait la biologie. Femme mince, d'âge mûr, ses cheveux châtains toujours impeccablement relevés à la nuque, elle était toujours parfaitement habillée et suivait ses plans de cours à la lettre. Dans sa classe, tout obéissait à la logique, des cellules végétales aux comportements humains. Personne ne remarquait Alissa. Elle était assise à l'avant-dernière rangée, les épaules voûtées, écrivant lentement, tout en grattant distraitement son nez dans un mouvement mécanique. Son cahier était taché d'anneaux brunâtres, le sang de la veille avait traversé les pages. Un fort reniflement Will fit entendre depuis le premier rang à gauche. Quelques élèves éclatèrent de rire. Un garçon blond mima un geste, se frotta le nez avec un crayon, puis se retourna vers Alissa avec un sourire moqueur. Il n'eut besoin d'aucune parole. Son considère suffisait à entraîner les autres. Ils éclatèrent de rire. Sniff sniff, fit l'un. Fais gaffe qu'un truc ne sorte pas de là. Alissa ne réagit pas. Elle ne leva pas les yeux, ne gratouilla plus. Elle glissa juste une main dans la poche de son manteau, en sortit un mouchoir froissé et s'essuya doucement le nez. Le sang, pourtant, continuait de couler. Elle essayait de ne pas y regarder. Miss Catherine cessa d'écrire et se retourna. Sa voix claqua, nette, pas forte, mais tranchante comme celle d'une habituée des interruptions futiles. Alissa, prends cela au sérieux. Personne ne se gratte le nez parce que quelque chose y rampe. Une nouvelle salve de rire secoua la classe, plus forte, plus large, partant du premier rang jusqu'aux fenêtres. Quelqu'un imita un reniflement, un autre se gratta le visage de façon théâtrale, mimant un clown de cinéma muet. Les rires étaient désordonnés, étouffés, mais acérés comme une lame émoussée. Pas assez bruyant pour mériter une sanction, juste assez pour écraser quelqu'un dans un silence pesant. Miss Catherine se détourna et reprit l'écriture des formules d'oxydation sur le tableau. Sa voix ne varia pas. Pas de nom. Pas de regard. Pas de réprimande. La craie traçait des lignes égales, comme si rien ne s'était passé. C'était ainsi que Miss Catherine punissait, par l'effacement. Dans sa logique, l'attention était une récompense. Être ignoré, c'était l'exil, l'exclusion de l'ordre. Alissa se courba davantage, la main suspendue au-dessus de la page tachée. Elle ne regarda personne. Une nouvelle goutte de sang s'étala, petite comme une vieille goutte de pluie, sur le papier. Personne ne vit. Personne ne voulait voir. Au bout d'un moment, Helena tourna légèrement tête, sans un mot. Juste un regard, bref, hésitant. Alissa savait qu'Helena ne riait pas avec les autres, mais elle savait aussi qu'en des moments pareils, elle n'était pas assez forte pour se tenir à ses côtés. Elle ne lui en voulait pas. Elle comprenait. Helena était la seule qui, un jour, avait choisi de s'asseoir près d'elle, les jours les plus froids. La cloche retentit comme une délivrance sonore. Les chaises raclèrent bruyamment le sol, les élèves se levèrent d'un bond. Alissa resta assise quelques secondes de plus, laissant la salle se vider, puis se leva lentement. Elle s'éclipsa dans le couloir, serrant ses livres contre sa poitrine. Dans les toilettes des filles, elle ferma la porte derrière elle et s'appuya contre les carreaux. Le Léon au-dessus d'elle vacillait, projetant des éclats de lumière incertains, comme des questions sans réponse. Alissa leva les yeux vers le miroir. Des cernes sombres marquaient son regard. L'arête de son nez était rouge, à vif. La peau. Ça avait frotté, irrité, et une mince traînée de sang s'était remise à couler de sa narine gauche. Elle ne paniqua pas. Elle pencha légèrement la tête, observant, comme si elle tentait de comprendre quelqu'un d'autre vivant à l'intérieur de sa propre peau. Ce n'est pas seulement dans ma tête. Le murmure, presque inexistant, s'échappa de sa gorge desséchée, aussi fragile que le froissement d'un papier. Alissa posa la main sur sa joue gauche et ferma les yeux, cherchant à calmer sa respiration. Une étrange sensation enfla en elle. Ce n'était pas exactement de la douleur, mais une lente expansion, un mouvement diffus. Quelque chose de doux, de vivant, glissait sous la surface de sa peau. Cela ne piquait pas. Mais c'était là, indéniable. Comme une racine rampant le long de ses os, en silence, cherchant une place où s'enraciner. Dans le miroir tremblant, Alissa se regarda droit dans les yeux. Sa peau était pâle, le sang pas encore séché, ses yeux attirés vers quelque chose d'invisible.
Elle se demanda si quelque chose vivait en elle, se tordant juste sous les démangeaisons et les élancements. Pourquoi personne ne le voyait-il? Ni sa mère, ni son professeur, pas un seul regard ne s'était attardé assez longtemps pour remarquer que quelque chose n'allait pas. Alors, cela voulait-il dire que seule elle pouvait le sentir? Et si elle était la seule à le voir, est-ce que cela signifiait que ce n'était pas réel? Elle ouvrit les yeux, essuya le sang avec le revers de sa manche, et quitta les toilettes avant que la sonnerie n'annonce le prochain cours. L'atmosphère dans l'appartement du 4e étage, à Twilight, n'était guère différente d'une vieille photographie, floue, froide, et dénuée de toute chaleur à quoi s'accrocher. Les fenêtres étaient hermétiquement fermées, et une lumière jaune pâle jetait de faibles reflets sur le carrelage gris et terne. La cuisine semblait morte, intouchée, comme si personne n'y avait jamais vraiment cuisiné. Seules quelques traces éparses d'existence subsistaient, une assiette en porcelaine ébréchée, un couteau oublié sur la planche à découper, et une tache d'huile durcie sur la plaque de cuisson. Alyssa était assise, recroquevillée sur une chaise de la salle à manger, les pieds ne touchant pas le sol. À côté d'elle, une pile de vaisselle sale, vestige du déjeuner, débordait dans l'évier où l'eau s'était accumulée en une flaque stagnante. Depuis le salon, Martha fumait une cigarette, ses longs soupirs se mêlant au faible murmure d'une émission d'interview indistincte. « Lave-les, dit Martha, la belle-mère d'Alyssa, une ancienne assistante de recherche à l'Institut de neurobiologie, sans même tourner la tête. Avant que je vienne vérifier. » Sans se plaindre, Alyssa se leva et attrapa une éponge effilochée. Ses doigts, raidis par le froid, frémirent au contact du premier filet d'eau. Le robinet siffla, presque avec protestation, comme réticent à être utilisé. Elle lava lentement, le regard fixé sur l'assiette, comme si en fixant assez fort, elle pouvait disparaître de cet endroit. Au-dessus de l'évier, sur une étagère en bois usé, reposait une unique photo encadrée, la seule dans toute la maison. On y voyait un homme en uniforme, souriant doucement, aux côtés d'une Alyssa plus jeune. Mais le cadre était de travers, incliné d'une manière qui masquait la majeure partie du visage de l'homme. Et bien qu'elle l'eût regardé des centaines de fois, Alyssa n'avait jamais osé le redresser. « Encore en train de te gratter ?» lança la voix de Martha derrière elle, plus proche cette fois. Alyssa sursauta. Sa main serra l'éponge jusqu'à l'écraser presque. « Tu refais ton numéro pour attirer l'attention ?» Elle ne répondit pas. Elle en avait l'habitude. Moins elle réagissait, plus vite Martha se calmait. Mais ce jour-là, Martha ne se calma pas. Sans un mot de plus, elle s'élança, comme si elle n'avait attendu qu'une excuse. Sa main, fine mais osseuse, attrapa le poignet d'Alyssa avec une force démesurée, l'immobilisant, coupant sa respiration. Martha ne tira pas. Elle arracha. Comme on jette un jouet cassé. Alyssa suivit, les pieds hésitants. Non pas par peur, mais par habitude. Cela se passait toujours ainsi. Un petit geste, un faux pas, et Martha trouvait sa raison. La porte à battant vola, claqua contre le mur dans un bruit creux. Une puanteur de sueur et de poussière se libéra, comme un poison trop longtemps comprimé. Martha la poussa à l'intérieur. Sans douceur, sans explication. Reste là-dedans et réfléchis à ce que tu es. Je n'élève pas de monstre dans cette maison. La porte claqua. Le verrou tourna d'un clic sec et ferme. Ce son ne surprenait plus Alyssa. C'était devenu la mesure de ses journées, quand plus personne ne la voyait. Une fois de plus, l'obscurité l'engloutit, non comme une erreur, mais comme une routine. Dans ce placard, il n'y eut ni larmes ni cris. Seulement des souffles brisés et une main qui revenait sans cesse à son nez, grattant, creusant, fouillant cette démangeaison acérée et rampante sous la peau. La douleur se floutait, cédant place à une sensation nouvelle. Comme des racines poussant à l'envers, depuis sa cavité nasale jusqu'à son front. Douce, froide, silencieuse. Puis, un léger craquement. De l'intérieur même de son corps. Comme une vieille charnière jamais huilée. Alyssa se figea. Elle ne savait pas ce que c'était. Mais elle savait que ce n'était pas son imagination. Après que les pas de Martha se furent éteints et que la maison fut retombée dans le silence, Alyssa resta un moment de plus dans le noir. Elle ne savait pas combien de minutes s'étaient écoulées, mais chaque respiration lourde, chaque battement de cœur résonnant dans ses oreilles, étirait et contractait le temps. Quand elle fut certaine que Martha était couchée, elle déplaça prudemment sa main, cherchant le loquet dans le noir. Le clic fut doux. Mais pour Alyssa, c'était le bruit le plus fort de la nuit. Elle sortit,
les jambes engourdies, titubant légèrement. Pas de lumière. Pas de bruit. Alissa monta silencieusement à l'étage, là où vivait le vieux miroir et l'ampoule jaune terne. Martha n'y montait presque jamais. Cette nuit-là, dans la salle de bain du haut, l'ampoule ronde et faible reflétait des perles d'eau dispersées sur le miroir. Le goutte-à-goutte d'un robinet fuyard rythmait l'instant, accompagné d'un sifflement de vent glissant par la fenêtre fissurée. Chaque son résonnait comme dans une grotte. Alissa se tenait devant le miroir ovale, au bord argenté terni par les ans, tenant un vieux téléphone craquelé. Elle attendait. Ou bien elle rassemblait assez de courage pour commencer. Sous son nez, du sang recommençait à suinter. Alissa inclina la tête, pressa une petite lampe torche contre son visage et retint son souffle. C'était la 3e fois qu'elle s'était grattée ce soir-là. Mais cette fois, ce n'était pas juste une démangeaison. Quelque chose avait bougé dans sa cavité nasale. D'où? Intentionnel. Inconnu. Elle devait l'enregistrer. Il le fallait. Sans preuve, personne ne la croirait. Même pas les âmes les plus bienveillantes. Elle appuya sur « Enregistrement ». Le faisceau de la lampe tremblait sur sa peau pâle. Chaque respiration saccadée faisait vaciller l'image dans le miroir. Son reflet lui renvoyait son regard. Puis, quelque chose frémit sous sa peau. Rapide. Presque trop rapide pour l'œil. Alissa laissa échapper un souffle, tentant de garder la caméra stable. Mais à ce moment précis, la porte de la salle de bain s'ouvrit brusquement. « Qu'est-ce que tu crois être en train de faire ?» La voix de Martha claqua, froide et tranchante comme une lame. Avant qu'Alissa n'ait pu appuyer sur « Stop », Martha bondit et arracha le téléphone. Il tomba sur le carrelage dans un bruit sourd. Des éclats de verre volèrent. Une nouvelle fracture s'ajouta aux anciennes. « Tu veux que le monde pense que t'es un monstre ?» Martha hurlait, ses talons frappant le sol alors qu'elle reculait. Ses yeux, dilatés par la peur et la rage, semblaient même redouter ce que la fille pourrait prouver. Alissa ne dit rien. Elle s'agenouilla, ramassa les morceaux brisés. Le sang de son nez coulait sur ses doigts, se mêlant à la poussière et au verre. L'écran était détruit. La batterie, éjectée. La vidéo n'avait pas été sauvegardée. Juste comme ça, tout avait disparu. Comme si cela n'avait jamais existé. Elle resta là quelques minutes de plus, les mains ensanglantées, le visage figé. Sans larmes, sans soupir. Mais ses yeux, eux, ne quittèrent jamais le reflet flou dans le miroir. « Je sais ce que j'ai vu », murmura Alissa, juste assez fort pour l'entendre elle-même. Derrière la porte hermétiquement close, les pas de Martha s'éloignèrent dans le couloir. La pièce retomba dans le silence. Et dans ce silence, Alissa le sentit, la peur ne venait pas de ce qu'il y avait en elle, mais du fait que personne ne croirait jamais que cela existait. Il y a un son propre à la cour de récréation. Un chaos reconnaissable, mais difficile à nommer. Le crissement des chaussures sur le gravier, le froissement des sachets de chips écrasés, le vent qui joue dans les feuilles mortes, et parfois un éclat de rire, lancé dans l'air froid. Alissa était assise sur les marches, près de la pelouse derrière le bâtiment B. Un coin discret, peu fréquenté par les élèves. Les coudes de sa chemise d'uniforme étaient usés jusqu'à la trame. Ses mains serraient un bonnet de laine, cachant des doigts tachés de sang séché. La démangeaison avait empiré depuis la nuit dans le placard. Son nez ne la piquait plus seulement, il pulsait, par vagues. Comme si de minuscules vaisseaux sanguins étaient tendus à l'extrême, de l'intérieur. Pendant le cours de biologie, Alissa était restée immobile comme une pierre. Ses yeux flottaient sur le tableau sans réellement lire quoi que ce soit. Elle ignorait pourquoi, mais lorsque mademoiselle Teresa l'aperçut dans le couloir pendant la pause, son regard ne se posa pas sur Alissa comme tous les autres. Elle le regarda brièvement mais suffisamment longtemps pour qu'Alissa le remarque. Ce n'était ni de la pitié, ni du dédain. C'était autre chose. Quelque chose qui attendait. Elle n'avait pas prévu de dire quoi que ce soit, mais après la biologie, le regard de Miss Teresa s'attarda dans son esprit comme une rare lueur d'espoir. Mademoiselle Teresa était la conseillère pédagogique de l'école où une femme noire d'une 40aine d'années, de petite taille, au regard calme et entendu. C'était le genre de regard qui donnait l'impression qu'elle pouvait lire dans vos pensées à la façon dont vous teniez un crayon ou croisiez les bras. Quand Alissa frappa au petit bureau niché derrière la bibliothèque, Mademoiselle Teresa écrivait dans un carnet marron. Elle leva légèrement les yeux, son regard doux effleurant le visage d'Alissa avant d'acquiescer doucement.
Entrez. Asseyez-vous. Sa voix était basse et égale, ni trop chaleureuse, ni distante non plus. On aurait dit qu'elle avait gardé ce silence depuis le début, le réservant aux enfants qui apportaient le silence à sa porte. Alyssa était assise sur la chaise en plastique en face d'elle, les mains jointes, les doigts serrés. Elle ne commença pas par des mots, juste les yeux baissés lentement, suivant la brise qui s'infiltrait par une fenêtre ornée d'un autocollant délavé représentant un smiley. Alyssa déglutit. Je ne suis pas sûre. Miss Teresa leva les yeux et parcourut rapidement le visage d'Alyssa. Quelque chose changea ou une pointe de surprise mêlée de prudence, comme si elle pesait le pour et le contre. Elle ne répondit pas tout de suite, hocha doucement la tête et tourna une page de son carnet. Son stylo se figea au milieu d'une phrase, accordant toute son attention à l'instant. Il y a quelque chose dans mon nez. Alyssa se mordit la lèvre. Une goutte de sang apparut, son léger goût métallique se mêlant à l'odeur du vieux papier et de l'encre. Ça bouge. Comme si c'était vivant. Pour la première fois depuis des semaines, Alyssa exprima une pensée entière sans bégaiement, sans recul. Elle sentit un tremblement parcourir ses épaules jusqu'au bout de ses doigts, mais ce n'était pas de la peur. C'était une délivrance. Mademoiselle Thérèse a posé son stylo. Continue. Au début, c'était juste des démangeaisons, mais dernièrement, j'entends un bruit, comme une vieille charnière qui grince. Je sais que ça a l'air bizarre, mais je ne l'imagine pas. Je le sens. Comme des racines. Miss Teresa hocha légèrement la tête, mais ses yeux s'assombrirent légèrement, comme si elle revoyait chaque mot prononcé par Alyssa, le comparant à ce qu'elle avait déjà entendu ou vu. Pas de doute. Plutôt une sorte d'écoute attentive, comme on tourne une fine feuille de papier avec des mains gantées, de peur de la déchirer. Elle ne parla ni de stress, ni de pression, ni d'imagination. Elle ne chercha pas à rassurer. Elle resta assise, le regard fixe et profond, comme pour dire, ce n'est peut-être que du stress, ma chérie, mais j'ai choisi de ne pas le dire. Alyssa se mordit la lèvre jusqu'au sang. Elle ne pleura pas. Ses yeux ne rougirent même pas. Mais à cet instant, Miss Teresa le vit, c'était la première fois qu'elle s'autorisait à faire confiance à quelqu'un. Après une longue pause, Teresa fouilla dans un tiroir et en sortit une petite carte de visite blanche, avec une bordure bleue, le lettrage incliné et simple. Dr Nathaniel Smith. Département de neurologie. Centre de recherche biologique de Chicago. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Peu de gens savent écouter sans tirer de conclusions hâtives. Teresa s'arrêta, déposant doucement la carte sur le bureau, ses yeux se posant à nouveau sur le visage d'Alyssa. Mais il faut être prudent. Si quelqu'un pense que vous vous faites des illusions ou que vous êtes en pleine dépression, il commencera à vous regarder différemment. Et dans ce cas, toutes les portes, y compris celles qui auraient dû s'ouvrir, pourraient se fermer. Alyssa prit la carte à deux mains, comme si elle risquait de s'effriter si elle la serrait trop fort. Elle hocha la tête, les lèvres pincées pour retenir un soupir indicible. Une profonde gratitude l'envahit non pas pour la carte elle-même, mais parce que, pour la première fois, personne ne l'avait repoussée. Personne n'avait cherché à la cataloguer point étrange. Son cœur battait plus vite, mais pas de cette façon familière et paniquée. C'était plus proche de l'émotion. Pourtant, elle ne pleurait pas. Pas encore. Mais quelque chose en elle commençait à changer. Non pas la peur habituelle, mais un nouvel espoir. Fragile, certes, mais réel. Comme la première lueur d'espoir après d'interminables jours de grisaille. Dehors, par la fenêtre, une volée de moineaux s'agitait dans les branches nues. Aucun signal ne fut donné, mais tous savaient qu'il fallait s'envoler au même moment. La clinique du Dr Smith se trouvait au deuxième étage d'un vieil immeuble en briques rouges, niché dans une rue calme du South Side de Chicago. Le couloir était recouvert d'une moquette bleue délavée, et l'air était imprégné d'un mélange de désinfectants, de paperasse et de café racine, une atmosphère à la fois réconfortante et tendue. Dehors, une légère bruine brouillait les fenêtres d'un mince film de condensation, atténuant la lumière du jour en un gris pâle. Émilie, l'infirmière, aux cheveux blonds et doux et au visage rond et bienveillant, accueillit Alyssa d'un sourire doux mais prudent. La jeune fille entra sans un mot, son sweat à capuche usée remonté sur sa poitrine pour masquer la moitié de son visage. La clinique ressemblait davantage à un bureau privé qu'à un cabinet médical. Des dessins d'enfants étaient éparpillés sur les murs, quelques vieux jouets étaient soigneusement empilés dans un coin, et une horloge en bois tic-tac lentement, comme pour prolonger volontairement le temps. Les chaises étaient recouvertes d'un tissu gris, propre,
mais légèrement affaissé. Alissa s'assit, les jambes repliées et les mains jointes sur ses genoux. Elle évitait le regard de tous, fixant plutôt une légère tache circulaire sur le sol, peut-être due à une tache séchée depuis longtemps. Smith, un homme d'âge mûr aux cheveux poivre et sel et portant des lunettes à demi-cercle, était assis en face d'elle. Il n'ouvrit pas de dossier médical. Il ne tenait pas de stylo. Il posa simplement une boîte de mouchoirs sur le bureau et la fit glisser doucement vers elle. Personne ne parla pendant les 5 premières minutes. Émilie sortit, les laissant tous les deux dans la pièce fermée où même le ronronnement du ventilateur ressemblait à une respiration. Alissa renifla une fois. Du sang séché s'accrochait encore au bord d'une narine, remontant à ce matin-là. « Tu peux parler » dit enfin Smith, à voix basse, sans exprimer son opinion. « Ou tu n'es pas obligé. Mais rester ici signifie que tu as déjà suffisamment avancé pour que faire demi-tour ne soit pas vraiment envisageable. » Alissa ne répondit pas tout de suite. Elle baissa les yeux vers l'ourlet de son sweat à capuche, puis releva lentement la tête. Dans ses yeux brillait une fine couche de larmes qui ne coulèrent jamais. Elle ne pleurait pas, mais quand elle parlait, sa voix était rauque. « Ça vit dans mon nez. Quelque chose. Il a un œil. » Smith n'acquiesça pas. Il ne fronça pas les sourcils. Il inclina simplement légèrement la tête, comme s'il écoutait un étrange morceau de musique. « Ce n'est pas mon œil, » poursuivit Alissa. « C'en est un autre. Il s'ouvre dès que je gratte. Puis, il y a un bruit. Comme une porte qui grince. » Pourtant, Smith ne posa aucune question. Il prit un petit carnet usé et griffonna quelques lignes courtes, plus comme quelqu'un notant quelque chose d'important que comme un diagnostic médical. Il n'y avait aucun sarcasme sur son visage. Aucun jugement. Alissa jeta un coup d'œil à sa main. Stable. Ongles coupés. Pas de bague. Tu veux que je jette un œil à l'intérieur? Elle hésita. Pour la première fois, personne ne la traitait comme si elle racontait des bêtises. Son cœur se serra, l'espoir s'enflamma, mêlé à la peur de ne trouver à nouveau que le vide. Mais si elle ne le laissait pas regarder, elle ne le saurait jamais. Alissa hocha la tête. Smith se leva et fit signe à Émilie de revenir. Elle entra, gantée, son regard s'arrêtant avec méfiance sur Alissa avant de se tourner vers le médecin. « Êtes-vous sûr, docteur? Je peux appeler quelqu'un d'autre. Nous allons juste jeter un œil, dit-il doucement, si elle est d'accord. » Alissa grimpa sur la table d'examen. Émilie alluma l'endoscope, dont la lumière bleutée pâle projetait une tache douce sur le mur blanc, telle une tache d'encre qui s'étalait. Smith posa doucement sa main sur l'épaule de la jeune fille, plus comme pour lui demander la permission que pour la guider. Respirez normalement. Ça pourrait piquer un peu. L'extrémité de l'appareil toucha sa narine. Alissa tressaillit, agrippant le bord de son sweat à capuche. L'écran s'alluma, révélant des sections de ses voies nasales, teintées de rouge, pulsant à chaque respiration. Un miroitement de tissu apparut, puis disparut. Smith se pencha, les yeux plissés derrière les verres. Émilie se tenait derrière, retenant son souffle. Soudain, l'écran vacilla. Une petite lueur ronde apparut, faible, comme une lumière réfléchie au milieu de membranes troubles. « Arrête » haleta Émilie, incapable de garder sa voix stable. Cette chose sur l'écran, une petite forme circulaire émergea dans le tissu fin. Comme un œil. Rond. Humide. Clignotant. Smith se figea. Sa prise sur l'appareil se resserra, ses doigts tremblant légèrement. « Bon Dieu » murmura-t-il. Émilie se couvrit la bouche en chuchotant. « C'est réel. » À cet instant, la pièce semblait suspendue dans le temps, comme si l'air lui-même avait oublié comment se mouvoir. Le seul bruit était le tic-tac lent et précis de l'horloge en bois dans un coin, chaque seconde comptant quelque chose d'inévitable, d'irréversible. Émilie déglutit difficilement, la gorge sèche, sa main se crispant inconsciemment sur le bord de la table en métal froid. L'odeur d'antiseptique, autrefois si familière qu'elle s'était estompée, était maintenant forte, envahissante, presque suffocante, s'accrochant à tout comme une terreur. Smith resta parfaitement immobile, la posture rigide, les yeux rivés sur l'écran. Il semblait incapable ou peut-être peu disposé de détourner le regard. L'image de l'endoscope était d'une clarté cristalline, révélant un tissu humide et tremblant qui brillait sous la lumière de la caméra, telle la surface d'un liquide vivant. Et là, au centre même, apparut un œil.
clignant toujours. Calme. Presque serein. Comme s'il savait qu'on l'observait. Un échantillon de tissu, demanda Emily d'une voix tendue, pas vraiment effrayée, mais crispée par la panique, à peine contenue par son professionnalisme. Smith secoua lentement la tête, le regard fixé sur l'écran sans ciller. Non. Pas encore. Il nous faut des tests supplémentaires. Il nous faut un autre témoin. Il tendit la main et actionna l'interrupteur. L'écran devint noir. Mais la tension dans l'air ne s'est pas apaisée. Quelque chose d'étrange, d'indéfinissable, s'était installé dans la pièce comme un brouillard, dense et indésirable. Appelez le docteur Raymond, dit Smith d'une voix basse mais lourde, chaque mot retentissant comme un poids de plomb dans le silence, à Johns Hopkins. Dites-lui de venir dès que possible. Et ne dites rien à la presse. Rien. Emily hocha la tête. Son regard se posa sur Alyssa. Toujours assis, immobile. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard brillait maintenant d'une étrange lueur. Une lumière qui n'était pas là auparavant. Bien que l'écran fût sombre, l'image était gravée dans sa mémoire, aussi vive qu'une cicatrice. Pour la première fois, la vérité n'était pas quelque chose qu'elle portait seule. Alyssa n'osait pas respirer profondément. Mais en elle, quelque chose changea. Quelque chose s'épanouit. Ce n'était pas du soulagement, c'était de la reconnaissance. Une part de sa peur, si longtemps refoulée et niée, avait enfin été perçue. Reconnue par quelqu'un d'autre. 3 jours plus tard, Smith était assis seul dans son bureau privé à l'étage de la clinique. Le ciel de Chicago restait terne et sans couleur, une fine brume de pluie filtrait à la fenêtre, brouillant le monde extérieur jusqu'à ressembler à un tableau oublié. Il sirotait une gorgée de café, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur. Dans sa boîte de réception se trouvait un email récemment reçu, envoyé depuis une ancienne adresse. Paul Davis. Un ancien collègue, dont il n'avait plus eu de nouvelles depuis des années, quelqu'un qui avait travaillé à ses côtés sur des projets de recherche interdisciplinaires à la frontière de la neurologie et du corps humain. Leur projet le plus controversé, une initiative en neurosciences connue sous le nom de Scope 12, un essai de phase 1 mené en 2013, brutalement annulé, sans publication de résultats. L'email était court. Direct. Succinct. Mais en bas, Paul avait ajouté une note. Le nom de code suit un format basé sur 3 éléments, année de naissance, groupe, poste et initiale du prénom. AL 4712 AL. Et c'est numéro 4712 dans le groupe A. AL signifie Alyssa L. Smith se figea. Cette seule phrase lui coupa le souffle. Il cliqua sur la pièce jointe des documents PDF chiffrés. Il tapa le mot de passe, les doigts tremblants, son cœur battant plus fort à chaque mot affiché à l'écran. Chaque page se déployait comme une fenêtre sur un autre temps, graphique d'activité neuronale, scanner haute résolution de tissus cérébraux, dossiers médicaux chiffrés. Et puis, page 48. Ses yeux se sont arrêtés. Une plaque signalétique, Martha B. Kane. Assistante de recherche clinique. Chargée d'observer le comportement du groupe test. Il a fait défiler rapidement. Puis il s'est arrêté à nouveau. Une section, encadrée en rouge. Dossier incomplet. Idée d'essai, à 4712 AL. En dessous, une note, complication. Sujet non identifié déplacé hors projet. Plus de suivi. Dossier marqué pour suppression. Smith resta parfaitement immobile. AL 4712 AL. Alyssa L. Il imprima le fichier entier. Sa main tremblait légèrement tandis que la vieille imprimante s'allumait, chaque feuille grinçant comme si elle effleurait les couches du passé. Chaque bruit résonnait dans le silence, martelant ce qu'il avait autrefois considéré comme une coïncidence. Une fois l'impression terminée, il plaça soigneusement les documents dans un dossier rigide, les glissa à l'intérieur du coffre-fort mural caché dans le coin de la pièce et le verrouilla. La veille, juste après avoir terminé l'endoscopie avec Alyssa, Smith avait appelé Raymond Klein, un professeur renommé de l'université Johns Hopkins. L'institution où Smith avait étudié avait autrefois cru aux limites de la science. Raymond avait été le premier à parler discrètement, presque en passant de variants parasitaires capables d'interagir avec les potentiels électriques des cellules humaines. Une théorie qu'il avait lancée lors d'un symposium en 2008, raillée par la plupart. Oubliée par beaucoup. Mais Raymond avait également été celui qui avait poussé Smith à contacter Paul Davis,
le même homme qui avait autrefois effectué une analyse préliminaire sur un lot controversé et non scellé de spécimens de neurocircuits, vestige d'un programme aujourd'hui disparu et brusquement arrêté après de graves allégations de faute éthique. Il n'avait pas fallu longtemps à Smith pour localiser les fichiers archivés. Mais ce dont il avait besoin maintenant, ce n'était pas seulement de données. Il avait besoin d'une confirmation. Une confirmation humaine. Il avait besoin de quelqu'un qui avait touché à ces dossiers, qui savait ce qu'ils signifiaient vraiment. Et il devait s'assurer qu'Alyssa ne soit pas la première. Il décrocha le téléphone, la main encore légèrement tremblante. Il composa le numéro qu'Alyssa lui avait laissé lors de leur dernière rencontre. « Alyssa » dit-il lorsqu'elle répondit. Sa voix était calme. Posée. Mais ferme. « Tu n'es pas fou. Tu ne l'as jamais été. » À l'autre bout, le silence. Puis un souffle doux, expiré. Non pas d'épuisement, mais de libération. Comme si elle lâchait quelque chose qui lui écrasait la poitrine depuis bien trop longtemps. Alyssa ferma les yeux. C'était comme si quelque chose en elle s'était débloqué. Une ouverture silencieuse. Une chaleur se répandait dans sa cage thoracique. Sa poitrine se gonflait pour la première fois depuis des mois, elle n'était plus serrée, elle ne se recroquevillait plus sous l'effet de la peur et du doute. Elle posa sa main sur le bureau devant elle, ses ongles s'enfonçant doucement dans le bois, s'ancrant dans le poids du moment. Elle n'a pas dit merci. Non pas par ingratitude, mais parce qu'elle savait que si elle parlait, ces mots pourraient briser la fragile vérité enfin reconnue. Mais quelque chose surgit en elle. Pas d'espoir. Pas exactement. Mais une sorte de justification. Le sentiment d'être cru. Vu. Pas seul. Après l'appel, elle ouvrit tranquillement le tiroir de son bureau. À l'intérieur se trouvait une vieille enveloppe, le papier était mou et jauni par le temps. On le lui avait remis en secret, lors d'une des rares soirées qu'elle avait passées seule avec son père, avant qu'il ne soit réaffecté sans prévenir, avant qu'il ne disparaisse de sa vie sans explication. À l'époque, elle n'avait pas tout à fait saisi ses paroles. Elle se souvenait seulement de ce qu'il lui avait dit. Ne gâche pas ça. Si jamais tu as l'impression que personne ne te croit, trouve la bonne personne. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une copie d'une feuille de résultats biologiques. À l'époque, cela ne signifiait rien pour elle. Juste des chiffres et des acronymes. Maintenant, comparée aux conclusions du Dr Smith, elle voyait la correspondance. Étrange. Spécifique. Impossible à ignorer. À côté des résultats se trouvait un bout de papier, écrit à la main, l'encre maculée et inégale. Donne ça au Dr Smith si la situation dégénère. Fais-lui confiance. Papa. Alyssa tenait la note. Sa main ne tremblait plus. La salle d'endoscopie était petite, blanche et stérile. L'odeur du désinfectant s'accrochait à toutes les surfaces, saturant même le tissu des blouses de laboratoire comme un avertissement invisible. Alyssa avait été appelée personnellement par Smith après qu'il ait recoupé ses résultats précédents avec des documents classifiés enfouis au plus profond des archives du neurocircuit. Il savait, avec une certitude tranquille, que s'il ne regardait pas à nouveau, s'il ne le voyait pas de ses propres yeux, chaque théorie resterait juste cela, de la folie. Sur la table se trouvait l'équipement endoscopique le plus avancé que Smith pouvait emprunter, un modèle à fibre optique flexible avec une nanocaméra et des biocapteurs intégrés à son extrémité. Emily, son infirmière, ajusta une dernière fois l'éclairage. Ses mains tremblaient encore de ce qu'elle avait vu la veille. Alyssa était assise dans le fauteuil incliné, immobile. Aucune question. Aucune résistance. Juste le silence. Comme une créature espérant ne pas être vue sous l'éclat fluorescent brutal. Mais ses yeux racontaient une histoire différente. Ils n'étaient pas vacants. Ils avaient l'épuisement de quelqu'un qui avait poursuivi des ombres pendant trop longtemps, mais qui n'avait jamais vraiment abandonné. Elle était prête, pour la vérité ou pour la fin du mensonge. Elle n'était pas brisée. « Êtes-vous prêt ?» demanda Smith, non pas avec le détachement clinique d'un médecin s'adressant à un patient, mais comme on demanderait la permission avant de poser les mains sur quelque chose de sacré, de fragile et de sacré. Alyssa hocha lentement la tête, les yeux fixés sur l'écran. Tandis que l'endoscope était délicatement introduit dans sa narine, son corps se tendit légèrement, mais elle ne prononça pas un mot de plainte. Puis, progressivement, des images commencèrent à défiler sur l'écran, muqueuse pâle, quelques légères abrasions, des zones de tissu enflammées. Et puis... « Oh mon Dieu !» murmura Emily.
Là, niché au plus profond des replis de la cavité sinusale, se trouvait quelque chose d'indicible. Une masse d'apparence tumorale, sans être tout à fait une tumeur. Elle était molle, presque translucide, avec une structure semblable à une toile d'araignée, complexe et incroyablement délicate. Elle possédait son propre système vasculaire, parcouru de veines telles de fines racines s'accrochant obstinément aux parois de la cavité. Au centre de l'amas ressemblant à une racine, quelque chose bougea, un œil. Ni humain, ni animal, mais indéniablement un organe visuel. Et il s'est ouvert. L'œil ne bougea pas, ne tressauta pas. Il s'ouvrit lentement, délibérément, comme s'il avait attendu longtemps pour être vu. La lumière frappa la pupille, mais il n'y eut ni réflexe, ni contraction. Il n'avait pas besoin de voir. Il était détection. Alyssa haleta, mais ne se retira pas. Quelque chose de plus profond la retenait. À cet instant, un courant doux, électrique parcourut sa colonne vertébrale. Ce n'était ni de la douleur, ni du froid. C'était autre chose. Une présence. Quelque chose avait pénétré son esprit, non pas avec violence, mais avec une autorité silencieuse, un intrus qui ne frappait pas. Une vague d'émotion la submergea étrangère, informe, impossible à définir. Elle ne portait ni mot ni image, seulement un message creux, mais lourd de sens. Nous avons besoin les uns des autres. Elle ne l'a pas entendu avec ses oreilles. Elle feutre cela dans les nerfs de ses bras, dans la moelle de ses os. Un signal, une pulsation, inexprimée mais indéniable. Cela s'insinuait directement dans ses pensées, tel un murmure qui contournait l'air et allait droit à l'âme. Soudain, le corps d'Alyssa se raidit, tendu comme un fil sur le point de rompre. Son rythme cardiaque s'accéléra. La sueur perla sur son front, bien que la pièce fût suffisamment froide pour engourdir les doigts. Elle ne souffrait pas. Non, c'était plus insidieux que la douleur, quelque chose l'enveloppait de l'intérieur, glissant dans son système nerveux comme des lianes rampant le long des fissures d'un mur. Cela s'insinua dans ses souvenirs, s'enchevêtrant dans son passé, frôlant des moments oubliés. Son esprit se rétracta, se débattant comme un animal arraché à sa tanière. Non. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma voix, elle criait intérieurement, non pas avec des mots mais avec chaque muscle contracté, chaque respiration tremblante. Je ne suis pas toi. Les mots explosèrent à nouveau, plus fort cette fois, un dernier rugissement de défi d'une âme refusant de se rendre. Elle ne savait pas à qui elle criait. Seulement, si elle ne se battait pas, elle n'y réclamerait elle-même, elle disparaîtrait. Et dans cet instant haletant et tremblant, Alyssa n'était plus seulement Alyssa. Elle était devenue la ligne de front. Le champ de bataille. Le seuil étroit entre une entité intelligente aspirant à habiter et une âme humaine déterminée à rester entière. Sur le moniteur, l'œil se ferme lentement. Puis, tout aussi silencieusement, le groupe de racines s'est dissous, se retirant dans l'obscurité. Disparu. Comme si cela n'avait jamais existé. Emily haleta, inspirant comme quelqu'un émergeant d'une eau profonde. Smith resta figé, serrant toujours l'instrument, les yeux écarquillés, le visage pâle. Il n'avait jamais rien vu de tel ni à la faculté de médecine, ni dans les pages d'un manuel. Ce n'était pas seulement biologique. C'était sensible. Un parasite, certes, mais aussi quelque chose de plus, une interface neuronale, primitive mais délibérée. Un lien entre les esprits. Une forme de communication. Il retira soigneusement l'endoscope, le mit de côté et essuya la sueur de son front. Puis, se tournant vers Alyssa avec une prudence inhabituelle, il demanda. « Est-ce que tu ressens quelque chose ?» Sa voix était basse, prudente, comme s'il avait peur de réveiller ceux qui venaient de reculer. Alyssa le regarda. Ses yeux étaient secs, mais ses lèvres tremblaient. « Il ne me déteste pas, dit-elle lentement, mais il a faim. Il a besoin de vivre point à l'intérieur quelqu'un. » Le silence s'abattit sur la pièce comme un rideau lesté. Sur l'écran, l'image finale persistait à un vide d'obscurité, vaste et vide, là où un œil venait de se poser, fixant la conscience humaine. Et peut-être, même maintenant, était-il toujours là, simplement fermé. En attente. Smith hocha subtilement la tête, un pli profond se formant entre ses sourcils. Il posa l'instrument sur le plateau en acier et se tourna vers Alyssa, d'une voix basse, troublée. « Alyssa, demanda-t-il, es-tu sûre que ce sentiment n'était pas une simple hallucination ? Ni de la peur, ni une pression psychologique ?» Elle secoua lentement la tête. « J'en avais peur, murmura-t-elle.
Mais cette fois, ça parlait. Pas avec des mots, mais avec de l'émotion. Une émotion qui n'était pas la mienne. J'avais l'impression que quelqu'un d'autre pensait à travers moi. Smith laissa échapper un lent soupir. Il ne doutait pas d'elle. La précision de sa description le glaçait plus que n'importe quel fantasme. Il s'assit à côté d'elle, écarta doucement l'endoscope et la regarda, non plus comme un médecin, mais comme un homme qui avait vu quelque chose qui défiait la raison. « Où travaillait ton père » demanda-t-il doucement, sans pression. Alyssa hésita, puis fouilla dans la poche de son manteau. Elle sortit un morceau de papier plié en 4 et déchiré et le lui tendit sans un mot. Smith l'a déplié. Une lettre manuscrite. Le texte était masculin, penché mais ferme. Le nom en bas, Alan Wilson. Son père. Il avait écrit sur d'étranges symptômes qui étaient apparus chez Alyssa depuis l'âge de 4 ans, des démangeaisons persistantes sans cause claire, des changements soudains de comportement et, enfin, un soupçon terrifiant, qu'une entité vivante avait élu domicile dans le système nerveux de sa fille. Au bas de la page, griffonnée à la hâte avec de l'encre tachée, se trouvait une seule ligne. Si je disparais, retrouve Teresa. Elle m'a cru. Et elle croit en cette fille. Alyssa baissa les yeux, ses yeux s'enfonçant dans des souvenirs depuis longtemps enfouis. Après la mort de mon père, murmura-t-elle, Martha a emménagé. On l'appelait ma belle-mère. Mais pour moi, elle était comme une ombre dans la maison. Froide. Toujours présente. Toujours autoritaire. Elle s'arrêta, inspirant comme pour soulager la douleur logée dans sa poitrine. Un jour, après une grosse dispute. Martha était ivre. Elle jetait des choses des tasses, des livres, et même ma lampe de chevet. En rangeant, j'ai trouvé un morceau de papier coincé dans une fente derrière la cheminée. Il était tombé d'un livre dont la couverture était déchirée. Sa voix baissa. Elle m'enfermait dans le placard. Toute la nuit. Une fois, elle a cassé mon téléphone. Elle disait que je me rendais folle. Mais cette lettre, elle ne l'a pas détruite. Peut-être avait-elle peur. Peut-être même qu'elle ne comprenait pas ce que mon père essayait d'empêcher. Smith resta silencieux, écoutant. La voix d'Alyssa était dépourvue de larmes, seulement du poids de celle qui avait appris à survivre en se taisant. Son ton était posé. Comme si elle évoquait une habitude. Pas de dramaturgie. Pas de théâtre. Et d'une certaine manière, cette simplicité serrait sa poitrine plus fort que n'importe quel sanglot. Elle parlait de la ceinture en cuir. Du placard sombre. Des repas sautés. Et de ces mots usés, tu n'es pas mon enfant. Elle n'a pas dit de frapper, elle a dit traîner. Pas battre. Mais je t'ai point enfermé. Comme si ne pas nommer la douleur lui donnait moins de pouvoir. Smith n'interrompit pas. Il ne prit pas de notes. Seuls ses yeux rougirent, tandis que le chagrin et la rage tourbillonnaient discrètement sous la surface. Quand Alyssa arrêta de parler, son poing était fermement serré autour de l'ourlet de sa chemise. Il attendit quelques secondes, puis posa une main sur la table, sans la toucher, juste fermée, suffisant pour offrir un espace sûr. Puis il parla, d'une voix basse et ferme, comme un père essayant d'apaiser une tempête chez son enfant. « Alyssa, tu n'as pas seulement besoin d'être sauvée de sa chose, tu dois te protéger de la femme qui t'a fait ça. Et pour cela, j'ai besoin de preuves. Pouvez-vous m'aider ?» Elle le regarda, son regard vacillant, vulnérable pour la première fois. « Avez-vous quelque chose ?» insista-t-il doucement. « Des blessures, des photos, des lettres de votre père, quelque chose qu'elle a dit que vous auriez pu enregistrer ?» Alyssa hocha la tête, doucement mais sûrement. « Il y a une lettre, dit-elle. Mon père l'a cachée. Derrière la cheminée. Je l'ai retrouvée après une crise de colère de Martha. » Smith laissa échapper un long soupir. Puis il la regarda, non pas comme une patiente, mais comme une survivante. « Tu es plus courageuse que la plupart des adultes que j'ai rencontrés, » dit-il lentement et sincèrement. « Et je resterai à tes côtés. Mais pour commencer, j'ai besoin tout. Chaque détail. Chaque bout de papier. Cela pourrait être la clé pour vous sortir de là. » Il se leva. Sa voix se durcit, laissant place à une résolution tranquille. « J'ai besoin de tous les documents relatifs aux structures neuronales parasites, en particulier celles qui ressemblent à des champignons ou à des systèmes racinaires interagissant avec l'activité électrique au niveau cellulaire. Jetez un œil aux rapports les plus sombres. Commencez par 2008.
Puis il se tourna vers Emily, le regard vif, urgent. « Appelle Paul. Dis-lui ce qu'il y a à l'intérieur d'Alyssa. » Sensible. Et la partie la plus effrayante. Il sait que nous l'avons vu. Ce soir-là, Smith lut et relut la lettre qu'Alyssa lui avait remise. L'encre était passée. Les traits étaient irréguliers, comme si même le papier peinait à conserver l'avertissement. Dans ce livre, Alan Wilson évoque un lieu, le début de tout. Collège Lincoln. Là où j'enseignais, il avait écrit. Si quelqu'un d'assez courageux écoute. Ils sauront que je ne suis pas fou. Cette phrase hantait Smith le lendemain matin. Au lieu de se diriger vers le laboratoire comme d'habitude, il changea de cap, serrant le volant plus fort tandis qu'il roulait vers la banlieue ouest de la ville. Là, la vieille école où le père d'Alyssa avait enseigné se délabrait silencieusement. Le bâtiment, longtemps négligé, avait cédé à l'érosion du temps, mais ses murs de briques rouges se dressaient encore obstinément contre le vent, et les couloirs chargés d'échos murmuraient des souvenirs à travers les vitres brisées. Au-dessus des grilles de fer rouillées, une enseigne usée par les intempéries subsistait, à peine lisible, mais portant toujours son nom avec une fierté fragile, Lincoln School où nourrir les esprits et le courage. Smith entra dans la salle d'archives poussiéreuse, un épais dossier serré sous le bras, le regard perçant tandis qu'il parcourait les archives chronologiques empilées comme des vies oubliées. Il avait pris rendez-vous avec l'ancien directeur, Raymond Klein, un homme aux cheveux argentés dont la voix avait été éraillée par des années de fumée de cigarette. Attendant dans le vieux bureau administratif, Klein bougea à peine à l'arrivée de Smith. Mais à la mention du nom Alan Wilson, le vieil homme se figea quelques secondes, son regard devenant vide et lointain, comme si une partie de lui-même avait été soudainement ramenée dans un souvenir enfoui et à demi éclairé. Après un long silence, il ouvrit le tiroir de gauche de son bureau avec une lenteur délibérée et en sortit une vieille photo gondolée. Ses bords étaient usés, les couleurs passées, mais elles vibraient d'histoire. « Je les gardais, pas seulement pour les souvenirs, » murmura Klein, la voix baissant d'une octave. Alan était un ami proche. Nous avons commencé ici ensemble, tous deux professeurs de sciences. Plus tard, il s'est tourné vers la recherche, mais il revenait de temps en temps, pour des événements spéciaux. Comme ce festival d'Halloween. Il désigna la photo, et elle était là, la jeune Alyssa, habillée en princesse, serrant fermement la main d'Alan tandis qu'il se penchait vers elle avec un sourire chaleureux et paternel. Mais à l'arrière-plan, à moitié enveloppée dans l'ombre, se tenait une femme aux cheveux roux, les yeux fixés non pas sur l'appareil photo, mais sur le père et la fille. Son regard était intense, fixe. Smith n'avait pas besoin d'un nom. Il le connaissait déjà. Martha. Klein continua, les yeux toujours fixés sur l'image. Ce jour-là, Alan m'a parlé d'un projet étrange sur lequel il était tombé en travaillant pour le ministère de l'Éducation. Il s'agissait d'implanter des structures biologiques chez les enfants. Le but, disait-on, était d'améliorer la sensibilité neuronale. Mais Alan était méfiant. Je me souviens qu'il avait dit, si quelqu'un introduit une créature dans le cerveau d'un enfant, ce n'est plus de la science. C'est un crime. Smith resta immobile, chaque respiration courte. Ce qu'il entendait ne confirmait pas seulement ses soupçons, il complétait presque le puzzle que Paul Davis et lui avaient assemblé dans l'obscurité. Il a aussi parlé, ajouta Klein, d'une femme nommée Martha. Une assistante de recherche. Une personne avec qui il s'est lié d'amitié peu après la mort de sa femme. Je crois qu'Alan a fait confiance à la mauvaise personne. Puis, après un silence, Smith demanda d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, a-t-il déjà mentionné Alyssa? Klein hocha la tête. Oui. Il avait peur. Il a dit que la fille pourrait être une cible. Qu'il cherchait à l'utiliser, quelque chose en rapport avec la compatibilité génétique. La tension nerveuse chez les enfants, les capacités émotionnelles innées. Je n'ai pas compris la plupart de ses arguments, mais il avait peur. Vraiment. Et puis, quelques semaines plus tard, il a eu un accident. Après ça, Martha est revenue avec les papiers de garde. Les poings de Smith se crispèrent sur ses genoux. Il comprenait maintenant. Pourquoi Alyssa portait cette chose en elle, pourquoi elle était si profondément liée à elle. Elle n'a pas tué Alan, dit doucement Klein, comme s'il répondait à une question que Smith avait seulement réfléchi. Mais je crois qu'elle l'a livré à ceux qui le pouvaient. Et elle a gardé Alyssa le dernier spécimen vivant d'un projet qu'Alan avait tenté d'enterrer. Smith hocha la tête, mais son regard avait changé. Il n'y avait plus le détachement froid et clinique d'un médecin. Il y avait la fougue de quelqu'un qui en avait assez vu. Il sortit son téléphone,
prit une photo de la photo, puis se leva. Posant doucement une main sur l'épaule de Klein, il dit doucement, « C'est pour ça que je suis venu. » Et intérieurement, il ajouta, « Il est temps de tout mettre en lumière. » Pour Alan. Pour Alyssa. Pour chaque enfant qui n'a jamais eu la chance de dire « ça fait mal ». En sortant de l'école, le vent de fin d'après-midi commença à se lever. Smith remonta le col de son manteau et marcha d'un pas rapide vers sa voiture. Sa poitrine était lourde. Ce qu'il s'apprêtait à faire maintenant, ce n'était plus seulement pour Alyssa. C'était pour la vérité ou une vérité enfouie dans le silence depuis bien trop longtemps. Ce soir-là, juste au moment où Smith rentrait chez lui, une vieille voiture se gara à 3 pâtés de maison plus loin. Dans l'obscurité silencieuse, une silhouette était assise, immobile, au volant, les yeux fixés sur le moindre mouvement dans la maison baignée d'une douce lumière jaune. C'était Martha. Sur le siège passager, à côté d'elle, se trouvait une pile de vieux documents attachés ensemble, surmontés d'une note jaune, où Wilson projet non soumis. Après avoir vu Smith entrer et tirer les rideaux, Martha tourna la clé, le moteur démarra et la voiture se glissa dans l'ombre de la ville. Ce soir-là, dans son appartement sombre et silencieux, elle se tenait devant une cheminée froide, tenant une page jaunie dans ses mains tremblantes. La flamme de son briquet illumina la signature en bas, Alan Wilson. Sans hésitation, elle approcha le papier de la flamme, ses lèvres murmurant comme une incantation. Personne ne doit savoir. Personne. L'après-midi suivant, le ciel au-dessus de Chicago était bas et gris. Le vent soufflait dans les couloirs du Westborough Clinical Neurology Institute. Cette fois, Smith n'avait pas rendez-vous dans son bureau habituel du 2e étage, mais dans le laboratoire souterrain, un lieu réservé aux cas particuliers. Des cas comme celui-ci. Emily, la fidèle infirmière de Smith, arriva tôt avec 2 techniciens et un médecin de Johns Hopkins, invité par Raymond. Lorsqu'Alyssa entra, la pièce était si silencieuse qu'elle entendit l'écho de ses pas sur le carrelage blanc. L'odeur stérile du désinfectant, la lueur froide des plafonniers, la courbe des écrans imposants. On aurait dit une scène de film de science-fiction. Mais c'était bien réel. Et c'était en elle. Smith attendait près du poste de contrôle, grand, calme, ses lunettes sur les yeux, son manteau impeccable. Lorsqu'il la vit, il ne dit rien. Il lui fit simplement signe de s'asseoir. Elle ne portait pas de manteau, mais serrait simplement un téléphone fêlé, maintenu par du ruban adhésif comme un fragile talisman d'espoir. Après un long silence, Smith parla enfin à voix basse. « Tu veux essayer de le retirer ? On sera prudent. Emily est là. Toute l'équipe est là. Si tu n'es pas prête, on peut attendre. Mais si tu le es, c'est aujourd'hui le grand jour. » Alyssa déglutit difficilement. Ses doigts se crispèrent sur son t-shirt, se relâchèrent, puis se crispèrent à nouveau. « Si on le lui retire, va-t-il mourir ?» demanda-t-elle, sans le regarder dans les yeux, mais en voyant sa propre main trembler. Smith ne répondit pas immédiatement. Il jeta un coup d'œil à l'écran où les voies neuronales vacillaient. On ne sait pas. Ce n'est peut-être pas vivant selon les normes conventionnelles. Mais il est partiellement fusionné avec votre hypothalamus et votre lobe frontal. Si on fait une erreur, vous pourriez perdre la mémoire à court terme, ou vos réactions émotionnelles pourraient changer. Alyssa hocha lentement la tête. Je veux savoir. Je veux être sûr que ce que je ressens est réel. Smith fit un signe de tête à Emily, qui prépara un anesthésique local non pas pour effacer la sensation, mais pour minimiser l'inconfort tout en maintenant Alyssa consciente et réactive. La caméra endoscopique 3D était prête. Le EG commença son examen de base. Puis, l'endoscope glissa lentement dans la fosse nasale. Une lumière blanche brillait à son extrémité, le guidant à travers un labyrinthe étroit et humide. Les tissus nasaux apparurent, et soudain, elle apparut. Une masse sombre. Pas grande. Mais recouverte de filaments délicats ressemblant à des racines, agrippant fermement le bulbe olfactif. En son centre, quelque chose bougea faiblement, comme le frémissement d'une paupière. La lumière se reflétait sur une membrane transparente. Et, sous lui, un œil s'ouvrit. Pas humain. Rien de connu. Mais il réagit à la lumière. Il regarda. Et il ne se contenta pas de « regarder », il reconnut l'EG s'est enflammé. Le lobe frontal a sursauté. Alyssa a frissonné, non pas de peur, mais sous l'effet du flot soudain d'émotion qui l'a submergée au pas des mots, pas un son, juste un sentiment, une supplication. Et ne me quitte pas, elle voulait parler,
mais sa voix s'évanouit dans sa gorge. Puis, comme une cloche sonna dans son esprit, elle l'entendit non pas à travers ses oreilles, mais de l'intérieur. Nous avons besoin les uns des autres. Retirez l'endoscope, dit Smith calmement, la voix tendue. Ne lui faites pas de mal. Ne lui faites pas de mal. Alors que l'endoscope reculait, l'image s'estompa. Mais l'œil, lui, demeura, comme gravé dans la mémoire. Smith se tourna vers l'équipe. Ce n'est pas une pathologie. C'est une entité biologique consciente. Et peut-être, qu'elle ne fait pas partie de notre arbre évolutif. Puis, se tournant vers Alyssa, sa voix s'adoucit. Tu viens de faire preuve d'un courage incroyable. Et maintenant, tu n'es plus seul. Le lendemain matin, Smith a imprimé chaque image, chaque dossier, y compris les dossiers d'endoscopie marqués « Réponse neurale anormale », ainsi qu'une lettre manuscrite. Il les a rangés dans un dossier, a pris le téléphone et a appelé le parquet de la ville. J'ai des preuves d'abus et d'expérimentation illégale sur une mineure. Elle s'appelle Alyssa Wilson. Il a également prévenu la police. À ce moment-là, de l'autre côté de la ville, des policiers se sont approchés de Martha. L'un d'eux lui a présenté un document, le nom d'Alan Wilson et des photocopies du Neurocircuit Research. Martha n'a pas crié. Elle n'a pas nié. Elle a juste levé les yeux, les lèvres pincées, et a dit, il voulait tout révéler. Je voulais juste que ce soit discret. Certaines choses, personne ne devrait jamais savoir. 3 mois plus tard, Martha comparaissait devant le tribunal. Elle était reconnue coupable de maltraitance infantile, atteinte au corps sans autorisation et destruction de preuves. Elle garda le silence. Le verdict était sans appel, 18 ans de prison. Pas de libération conditionnelle. Alyssa, désormais en soins de protection, a été placée dans un centre de soutien spécialisé. Elle a appris à dessiner. À jouer de la musique. À parler. L'organisme en elle a cessé de se développer. Il n'a pas attaqué. Il ne s'est pas propagé. Il a simplement été comme si une paix tranquille avait été trouvée. Après avoir soumis l'ensemble de ses travaux à des chercheurs fédéraux, Smith fut invité à prendre la parole lors d'une conférence internationale de biologie à Toronto. Sa présentation à Interface biologique et la dernière frontière de la perception a fait la une des journaux. Les médias l'ont qualifié de « premier homme à entendre une voix qui n'est pas de ce monde et à garder sa conscience ». Par un chaud après-midi d'été, Alyssa était assise sous un érable dans le jardin du centre, la lumière du soleil dansant entre les feuilles. Elle ne se grattait plus le nez. Mais de temps à autre, doucement, elle touchait sa tempe et souriait, comme si quelqu'un lui avait murmuré un secret. Pour la première fois en 6 ans, elle a imaginé l'avenir, non pas avec peur, mais avec une confiance tranquille. L'histoire d'Alyssa ne se résume pas à une question de survie. C'est un rappel silencieux que de nombreuses formes de douleur restent invisibles, profondément ancrées, comme des racines dans le système nerveux, dans la mémoire, dans l'enfance. Parfois, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'être réparé, mais d'être vu. Pas remis en question. Juste posé avec douceur, vous souhaitez en parler? Avez-vous déjà porté une douleur invisible? Quelqu'un a-t-il déjà cru en vous, avant vous-même? J'espère qu'après avoir entendu l'histoire d'Alyssa, vous accepterez mieux ce qui vous paraît étrange. Et si la journée vous paraît difficile, rappelez-vous que vous la traversez encore. Tout comme Alyssa a traversé une très longue nuit. Êtes-vous d'accord? Sinon, vous êtes le bienvenu pour rester ici tranquillement, comme quelqu'un qui est enfin, vraiment entendu.